Kigali, dimanche 26 juillet 1992. Quelques heures après un copieux buffet à l'hôtel des Mille Collines, je trouve enfin le courage de prendre mon plus beau bic. Nous venons de regarder Une étrange affaire, un film avec Piccoli, Lanvin et Nathalie Baye. C'est l'histoire d'un jeune cadre dynamique qui se fait complètement bouffer par son nouveau PDG, à Gerbet. Au début du film, on voit quand même Nathalie Baye et Lanvin qui vivent ensemble le plus parfait amour. Et nous, quand est-ce qu'on mènera une vie normale? Enfin à deux, quoi. Hier matin, je suis allée présenter le document enfin définitif de ton projet à tes deux bourgmestres, qui m'ont d'ailleurs chacun posé un lapin. 100 km de route et de piste pour presque rien, merci. Pour la première fois, je suis allée au bureau communal de Tarré. Il est perché au sommet d'une crête fort pentue. Une piste pleine de lacets y conduit. On se croirait presque dans les Alpes. Je suis montée bosser à Guity. En arrivant sur la place du marché, je suis tombée sur un barrage militaire. Casque de combat, fusil mitrailleur, écharpe de munitions et ceinture de grenades, superbe comme dans les films. En fait, la commune était truffée de militaires rwandais. Un bus vert était arrivé le matin et les types sillonnaient la commune. La version officielle de leur mission est la recherche de rebelles qui auraient réussi à s'infiltrer au bord du lac. L'ambiance était donc une fois de plus morose à Guity, car tout le monde craint que ces soldats ne fassent des leurs pendant leur séjour. Raquettes, vols et pillages leur sont familiers sur la préfecture. À part ça, je me prépare à accueillir Claire et Fabienne mardi prochain. Peu de chance qu'elles puissent dormir à Guity. Y redormirai-je un jour? Une autre bonne nouvelle, ton bourgmestre, le maire à Tarré, ne serait plus bourgmestre depuis hier soir, mis d'office à la retraite, alors qu'il avait moins de 50 ans. Je te laisse pour aujourd'hui. Espoir de te retrouver bientôt à l'aéroport. De septembre 92 à août 93, j'ai vécu et j'ai travaillé au Rwanda. J'étais venue rejoindre mon conjoint qui s'appelle Alex. Et donc je travaillais pour l'Association française des volontaires du progrès. J'étais coopérante technique. Je m'occupais de recensement des sources sur deux communes, la commune de Tarré et la commune de Churumbi. En 2013, j'ai participé à un stage avec la SCOP Vente debout d'éducation populaire qui s'appelle Monte ta conf. Et j'ai préparé une conférence gesticulée sur la réforme des services publics qui s'appelle « Comment j'ai arrêté de rire au ministère de l'Agriculture ». C'était en 2013. Bonsoir, bonjour, ça va? Salut, ça va bien? Bonjour, bienvenue. Bonjour, bon, salut, Antoine. Père Emmanuel. Bon, ben voilà, on est là pour le stage, ok? Donc on va faire des conférences gesticulées. Bon, ben, donc Antoine, je vais essayer de vous accompagner pendant quelques mois. On va travailler ensemble du coup sur ce stage Monte ta conf pour faire ensemble vos conférences gesticulées. Alors, vous le savez, enfin ou pas, dans une conférence gesticulée, on a le savoir froid, le savoir qu'on a envie de faire passer, ce qu'on a envie d'expliquer aux gens. Et puis on va mêler ça avec des anecdotes, avec des trucs qu'on appelle le savoir chaud, quoi, notre expérience, tout ça. Et bah, pour commencer le stage, pour faire un peu connaissance et tout, on va se raconter des anecdotes, ok? Donc bah voilà, on se dit une petite liste d'anecdotes du genre un grand moment de solitude, une joie, une peur, la découverte de ma classe sociale, ou alors le jour où j'ai voulu claquer la porte. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir nous raconter une anecdote? Non, bon, vas-y alors, c'est moi qui commence. J'ai un pote, il s'appelle Rémi, et Rémi il aime faire du parapente. Rémi, je l'ai rencontré quand j'étais au Rwanda, j'étais volontaire du progrès,
Mais il aime faire du parapente aussi au Rwanda, Rémi. Et il a fait du parapente et ça n'a pas marché. Il a pris la falaise un jour. Le vent était mauvais, il a pris la falaise. Et du coup, il a été dans le coma, accueilli à l'hôpital de Kigali, placé en réanimation. Nous, après quoi, on a supposé qu'il avait enlevé un noir pour mettre un blanc parce que ça avait peut-être plus de valeur. Donc Rémi a été accueilli en réanimation à Kigali et assez vite après, il est parti à l'hôpital de Nairobi aux soins intensifs. Et Alex, mon copain et moi, on est allé accompagner Rémi pendant sa phase à Nairobi. On lui a tenu la main pendant plusieurs jours et au bout de quelques jours, il est sorti du coma. Il a commencé à sortir du coma. Donc voilà, comme anecdote, c'est une grande trouille, une grande peur, l'accident de Rémi, et une toute petite victoire, le début de réveil du coma de Rémi. Quoi. Voilà. Merci. Bravo. C'est surprenant. En fait, tu étais au Rwanda en 92-93, j'étais au Rwanda. Ah ouais. Et du coup, tu as senti des prémices du génocide qui allait arriver ou quoi? Ouais, c'était un peu tendu. Ouais. En fait, bon, je te dis ça. C'est intéressé. Quoi. Je savais. En dehors de la scope, là, du boulot, je suis aussi militant dans une asso, tout ça, anticoloniale qui s'appelle Survie. Et on travaille notamment sur la question du génocide des Tutsis au Rwanda. Oui. Bon, là on est en 2013, l'année prochaine ça fait 20 ans. Ouais. On veut faire une grosse campagne. Ouais. On veut mettre plein de trucs en place et tout partout. Pour fêter les 20 ans du génocide. Commémorer quoi, enfin faire du bruit autour de ça, tu vois. Bon, moi je m'étais dit que j'avais pas trop le temps à vrai dire, mais en même temps là j'ai l'impression que, je sais pas si toi t'as des choses à raconter quand même dessus, non? Et vous vouliez faire une conférence gesticulée? Bah, s'il y avait quelqu'un, le truc c'est que personne n'a de savoir-chose, tu vois, personne n'a vécu. Et mon anecdote t'intéresse? Bah, ton anecdote, je sais pas, tu as passé combien de temps? 1 an. Et il y a des choses à raconter, non? Ouais, mais enfin, moi je me rappelle pas de grand-chose. Hein. Donc, j'ai pas une super mémoire. T'as des traces un peu? J'ai peut-être des lettres. J'ai peut-être les lettres parce que Alex, mon copain, il était là 8 mois avant moi et il m'a écrit. Et moi j'ai écrit à ma maman. Ouais. Bah écoute, si ça te dit, tu regardes tes lettres et puis s'il y a quelque chose d'intéressant, on essaye quoi. Tu vois, ça serait chouette quand même. Une occasion à pas rater, non? On essaye. Allez, Allez. Voilà. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Avec nos magnifiques talents d'acteurs, on vous a rejoué. Comment est née l'idée de faire cette conférence gesticulée? Et un jour on fera acteur, mais c'est pas tout de suite. D'abord on fait une conférence gesticulée. En fait, quand on fait des conférences gesticulées, on est mauvais en théâtre en général. Ouais. C'est pour ça que... C'est pour ça. C'était le proximatif quoi. Mais bon, du coup on l'a fait. On va vous la présenter ce soir. C'était notre magnifique intro. Ouais. Claire Emmanuel a bien recherché ses lettres. Je peux? Oui, vas-y. Montre-nous les 2-3 lettres, pas grand-chose. J'avais dit à Antoine que j'avais pas grand-chose en fait. En fait, j'avais toutes les lettres qu'Alex m'avait envoyées pendant 8 mois et toutes les lettres que j'avais envoyées pendant 1 an à ma maman. Voilà. Et il n'y a pas grand-chose dedans. Bon, moi je me suis penché sur le sujet, j'ai pris un petit peu de documentation. Bon, je vous avoue, j'étais pas du tout calé sur le sujet avant de vraiment y plonger. C'est-à-dire j'avais lu un peu, enfin voilà, en tant que adhérent, militant à Survie, forcément je m'y intéressais un peu. Mais vraiment c'est le sujet que si tu fonces pas dedans, tu l'évites un peu quoi. Tu vois, c'est un peu dur quoi. C'est vraiment le sujet le plus... Ouais. Même moi qui l'ai vécu, j'ai trouvé que c'était pas facile d'en reparler. Et bon voilà, du coup hop, on se remonte les manches et on y va. Ouais. Et donc on a bossé, donc j'ai pris ça, c'est une espèce de bible écrite par Jacques Morel, où il y a à peu près référencé un gros paquet de trucs, à peu près tous les documents existants sur la complicité de la France notamment. Et donc nous on s'intéressait à l'avant-génocide. L'avant-génocide, on s'y est intéressé d'abord parce que c'est comme ça, enfin c'est sur cette période-là que moi j'avais dû savoir chaud. Et puis c'est aussi ce qui m'a permis moi d'aller revisiter ce que j'avais pu vivre et en fait sur les 20 ans où je suis entre le moment où je suis revenue du Rwanda et puis la sollicitation
d'Antoine, j'ai pensé souvent au Rwanda, ça a quand même beaucoup changé de choses dans mon quotidien, mais j'avais rien fait pour la commémoration du génocide, j'avais rien fait à l'occasion du génocide, et préparer la conférence gesticulée que nous avons appelée 1000 collines, 1000 coopérants, et moi, et moi, et moi, c'était vraiment l'occasion de me questionner sur notre rôle là-bas au Rwanda pendant cette période de coopération technique. Dans l'idée, quand on l'a construit, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on arrive à sortir, amener le public avec nous à sortir d'une vision ethnique des conflits africains, des conflits africains toujours interethniques. Moi, personnellement aussi, j'étais jeune quand ça s'est passé, et j'ai longtemps eu cette vision-là, de l'impression que voilà, c'était des tribus qui se tapaient les unes sur les autres, que bon, en fait, ils étaient tous un peu coupables quelque part, enfin, c'est un peu du mal à déchiffrer, à comprendre les enjeux sociaux, politiques, historiques. Et c'est ça qu'on va essayer de décrypter ensemble, de voir comment, donc sur cette frise qui se termine en 94, on ne vous racontera pas ce qui s'est passé pendant le génocide, comment l'histoire a fabriqué les conditions pour que ça puisse arriver. Voilà. Nous allons animer au fur et à mesure la frise qui est là. Et nous nous servirons aussi de la carte. Alors, c'est une carte du Rwanda, actuelle a priori, et sur laquelle nous reviendrons sur l'histoire des capsules de bière. La bière, c'est important à prendre. Parce que vous avez le choix entre... comme il ne faut pas boire, parce que les Occidentaux, ils n'ont pas les mêmes bactéries que tout le monde, il ne faut pas boire l'eau pas en pack. Bah, vous avez le choix entre le Fanta citron, le Fanta orange ou la bière. Comme il passe des heures au cabaret, il vaut mieux prendre la bière au bout d'un moment. C'est moins dégueulasse que le Fanta citron. Ok, pour poser un peu les bases, on s'est dit que c'était quand même bien de définir de quoi on parlait. Ouais. Donc au-delà de la période et du lieu, on parle d'un génocide. Super. Ouhou. Ouais. Ça va être cool. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un génocide? On a pris la définition du coup de la Convention de Genève de 1948, qui le définit comme ceci. Donc le crime de génocide est l'un des actes commis ici après. Alors après il y a toute une liste d'actes, mais c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ces actes ils sont commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et donc cette définition elle amène que le crime de génocide, il est spécifique parce qu'il y a l'intention de détruire. C'est quelque chose qui définit ce crime-là, c'est prémédité. Donc il y a une préméditation, une planification. C'est organisé en amont. Et puis, il y a un caractère systématique aussi. C'est-à-dire que ça va être voilà, toute personne correspondant à la catégorie de personnes que l'on veut éliminer. En fait, quel que soit son âge, son sexe, sa classe sociale, son histoire, son machin, ben en fait, voilà, c'est systématique. Et alors, c'est pas du tout dans la définition, mais il s'avère qu'il y a toujours l'implication d'un État dans les génocides connus jusqu'à aujourd'hui. Un État, il faut, pour réussir tout ça, il faut les moyens d'un État pour arriver à ça. Voilà. Et donc, celui dont on parle, il s'est passé dans ce petit pays que Claire Emmanuel connaît bien. Le Rwanda. Petit pays, grand comme la Bretagne, à peu près. Coincé entre son cousin le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et le Congo. On est là, perdu au milieu de l'Afrique. Si vous allez au Rwanda, vous ferez des visites touristiques. Le parc de la Kagera, le lac Kivu, la forêt de Nyungwe, le parc des gorilles. Vous connaissez ces fameux gorilles de montagne qu'il faut absolument aller voir. Ils ont une particularité, ils sont dans le nord. On y reviendra. Et puis, des gens partout. Partout, partout, partout. C'était pas pratique pour les filles pour s'arrêter faire pipi pour les gens. Vous croyiez qu'il y avait personne et puis tout d'un coup, il y avait 3 gamins qui débarquaient. La densité de population à l'époque c'était 1000 habitants au kilomètre carré. Le Rwanda. Ok. Alors, pour continuer à définir, du coup, on parle
du génocide qui a été commis en 1994 envers les personnes désignées comme Tutsis. Alors moi, c'est vrai que avant de connaître un tas d'analyses et tout, j'avais entendu parler des Hutus, des Tutsis, tout ça, mais j'y voyais pas bien clair. Alors c'est quoi? C'est des ethnies? Alors je me réfère à une brochure touristique, encore une fois, qui a été éditée au Rwanda, mais avec le soutien de la mission française de coopération et d'action culturelle au Rwanda. Donc ça date de l'époque où j'étais au Rwanda. Et Air France. Il est écrit: le Rwanda a été le lieu de rencontre de 3 ethnies. Les Batois, alors on dit Ba parce que Ba ça veut dire homme en Kinyarwanda. Donc les Batois, descendants des populations nomades pygmoïdes, furent les premiers occupants du sol. Ils étaient avant tout chasseurs et potiers. Ils sont aujourd'hui fortement minoritaires. Les Bahutus, d'origine bantoue, se sont implantés vers le début de notre ère. Leur activité principale était l'agriculture. Ils constituent aujourd'hui la population majoritaire. Les Batutsi, peuple pasteur, sont sans doute venus du Moyen-Nil et sont arrivés dans la première moitié du 2e millénaire. Ces 3 ethnies ont les mêmes coutumes et la même langue, le Kinyarwanda. Alors ça, c'est un truc bizarre. Ah. Parce qu'on a quand même à la regarder dans le Petit Robert, hein, une référence parmi tant d'autres. Au mot ethnie, ils avaient écrit « ensemble de personnes que rapprochent des caractères de civilisation, notamment la langue et la culture ». Il est écrit « ces 3 ethnies ont les mêmes coutumes et la même langue, le Kinyarwanda ». Ok. Ok. Donc on va faire un petit retour historique pour expliquer c'est quoi cet embrouille. Ok. Alors, parenthèse. Comme c'est pas du théâtre, nous ne savons pas notre texte. Comme c'est de l'histoire et que c'est un petit peu pointu, je lis le texte. Pour ne pas être accusé de dire des choses fausses. Ça vient de documents de survie. Donc forcément, c'est bien. Le Rwanda tel qu'il existe là, maintenant, aujourd'hui, existait tel quel avant la colonisation. Donc c'est-à-dire qu'il avait les mêmes frontières, exactement. C'était ce pays-là avant la colonisation, et c'est ce même pays maintenant, dans ses frontières. Les habitants du Rwanda précolonial avaient des habitudes, avaient des liens, qui étaient centrés sur le clan, sur la famille et sur les pactes rituels. Ils avaient le même territoire, la même religion et la même langue, le Kinyarwanda. À la cour du Rwanda central, donc autour de Kigali, on distinguait les Tutsis, qui étaient des propriétaires de haut lignage et généralement propriétaires de grands troupeaux de vaches. Les Hutus, qui étaient des gens de service ou des cultivateurs, et les Tuwa, qui étaient moins considérés et peu nombreux. Cette qualité de Tutsi, Hutu ou Twa se transmettait normalement par le père et elle était transversale à la répartition en clans. Les colons arrivent. Ils arrivent au Rwanda et ils comprennent très mal cette société très organisée qu'ils découvrent. En voyant ainsi la société organisée au Rwanda et la distinction entre Tutsi, Hutu et Twa, ils estiment qu'il faut forcément classer les gens et mettre les mettre en groupe, ou en appellation, ou en classe. Et en fait, ils choisissent plutôt, ils les classent en race. Tutsi, Hutu ou Twa. Maintenant, on parlerait plutôt d'ethnie. Bon, enfin, l'idée, c'est toujours la même. Si on met les gens dans un cadre, il faut qu'ils soient là-dedans, là-dedans ou là-dedans. Les premiers missionnaires et les colons sont allemands. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Ah, wir sind in der Rwanda. Ja, ja. Là. Ja. Et après,
après la Première Guerre mondiale, Ah, c'est les Belges. ah oui. Une fois, deux fois, une fois, deux fois, une fois, deux fois. Ah, bah là, on est au Rwanda. Et ouais. Ah bah oui. Regardez tout de suite. Alors attends. Du coup, on met les drapeaux au début. Ah ouais, les Allemands. Et les Belges. Les colons ont tout de suite considéré les Tutsis comme génétiquement, physiquement et intellectuellement supérieurs. Alors, j'ai une petite citation, si je retrouve dans mon modèle. Hop là. Une petite citation de Jules Sassera, missionnaire belge. Excusez-moi. On les appelle les Batutsis. En réalité, ce sont des Hamites, probablement d'origine sémitique, ou, suivant certaines hypothèses, chamites, voire adamites. Ils représentent environ 1/10 de la population et forment en réalité une race des seigneurs. Les Hamites ont 1,90 m de taille. Ils possèdent le nez droit, le front haut, les lèvres minces. Les Hamites apparaissent distants, réservés, polis, fins. On devine en eux un fond de fourberie sous couvert d'un certain raffinement. Les femmes, lorsqu'elles sont jeunes, sont réellement belles. Elles ont d'ailleurs le teint légèrement plus clair que celui des hommes. Le reste de la population est bantou. Ce sont les Bahutus, des nègres qui en possèdent toutes les caractéristiques. Le nez épaté, les lèvres épaisses, le front bas, le crâne brachycéphale. Ils conservent un caractère d'enfant, à la fois timide et paresseux, et souvent sont d'une saleté invétérée. C'est là la classe des serfs, et la race des chefs exige d'eux de multiples corvées. 1948. On passe d'une distinction au Rwanda qui est plutôt sociale à quelque chose qui devient racial. Parce que c'était quand même confortable de classer les nègres en races, suivant des caractéristiques physiques notamment. C'est un peu comme si la France avait été colonisée au XVIIe siècle et que les colons avaient trouvé que les nobles qui avaient la peau plus claire, qui parlaient mieux, qui étaient éduqués, étaient une race différente des paysans. Bon, c'est un parallèle, nous ça nous a semblé parlant, après on sait que c'est un peu hasardeux parce que dans le cas du Rwanda par exemple, tous les Tutsis n'étaient pas non plus équivalents à des nobles, il y en avait qui étaient pauvres, etc. Mais en tout cas c'est clair que la distinction elle n'était pas d'ordre génétique, c'était pas une population différente qui était arrivée. En tout cas c'est une thèse qui a vraiment été beaucoup propagée et qui est relativement beaucoup aussi battue en brèche dans la lecture voilà, de la réalité. Et les colons ont opté pour un système d'administration indirecte qui était basé sur un roi Tutsi. Ils ont éduqué les Tutsis et ils leur ont donné accès aux postes à responsabilité, aux postes de cadre. L'Église catholique, elle aussi, a combattu la complexité de la société rwandaise. Elle a tout de suite contrôlé l'enseignement. Et elle a transmis d'abord aux élites, puis à toute la population, l'idée que les Tutsis étaient supérieurs de toute façon. Il y avait une hiérarchie de Tutsis. Tutsi, Hutu et Touran. Et pour asseoir leur pouvoir, les colons ont utilisé toute forme de discrimination existante et en ont même rajouté largement. Donc, y compris les plus humiliantes, et en ont créé de nouvelles. Ils ont chassé les Hutus et les Twa des postes à responsabilité. À partir des années 30, c'est mieux sans classe. Les Belges ont établi des documents d'identité. Et sur ces documents d'identité, ils ont classé la population en Hutu, Tutsi ou Twa,
et les Hutus étaient largement majoritaires en nombre. Mais c'est écrit depuis les années 30 sur la carte d'identité si on fait partie des Hutus, des Tutsis ou des Touaregs. Alors, ça, c'est un élément qui me permet d'introduire quelque chose qui va nous suivre, qui est la roue de la mécanique raciste. Alors ça, c'est une analyse qu'on a tirée plutôt d'une analyse française, de Pierre Thévagnan, sur le racisme français. Mais on trouve que les éléments de la mécanique raciste s'appliquent de façon extrêmement... Enfin, s'appliquent très bien au Rwanda. En fait, l'idée de la mécanique raciste, c'est que on est dans un système où il y a des discriminations existantes et qu'on a tout un tas de mécanismes de pensée, des petits mécanismes tout simples, mais que l'on fait sans y penser, sans y faire attention, et qui, mis bout à bout, nous amènent à justifier ces discriminations. À les justifier, à les rendre tolérables, à les rendre normales, acceptables, ou à les invisibiliser. Donc l'idée, c'est bien de justifier des discriminations existantes. Et vous ferez les parallèles avec la situation française autant que vous voudrez. Vous verrez, ça marche très bien. Et la première étape mentale, du coup, qui permet de discriminer une population, c'est de considérer qu'ils sont différents. Donc, axer la différenciation entre les Tutsis et les Hutus est le premier élément qui va permettre ensuite d'avoir une mécanique de type raciste au sein de la société rwandaise. Et c'est d'autant plus, ça devient d'autant plus évident lorsque c'est inscrit sur des papiers d'identité. Petit exercice. Ah, oui. Donc on a représenté la population avec des capsules. Hein, on dirait que c'est plusieurs clans différents partout. Puis donc, c'est des gens, quoi. Et donc au milieu, il y a des Tutsis. J'explique les capsules quand même. Ouais, vas-y. Donc je vous expliquais qu'au cabaret, vous aviez le choix entre Fanta citron, Fanta orange ou Primus, enfin la bière. Et qu'à un moment, il vaut mieux boire quand même de la bière parce que Fanta citron pendant tout l'après-midi, c'est bon. Mais par contre, depuis que je suis rentrée du Rwanda, je garde les capsules parce que je menace toujours ma famille de faire la même chose qu'au Rwanda. C'est soit on pave toute la cour avec des capsules de bière sur la terre battue, ça permet de faire le pavage comme ça, soit je vais faire un horrible rideau de l'entrée du cabaret où ils pinçaient toutes les capsules. Voilà. Et quand on a préparé la conf, on s'est dit que c'était bien les capsules en fait pour faire les gens aussi. Du coup, bon, comme ils sont moins nombreux, on va marquer les Tutsis, donc on va les marquer en rouge. Hein, on va leur mettre des gommettes dessus. Alors vas-y. Mais sur des critères rationnels quand même. Ah bah oui. Le nombre de vaches, la taille et la longueur du nez. D'accord. On fait la taille. On fait la taille, vas-y. On prend celui-là. Ouais, c'est bon, 1m90, allez. Tout de suite. Tac. Donc le Tutsi est marqué en rouge. Voilà, c'est ça. Hop, allez, lui aussi. Fais voir le nez. Attends. Non, pas toi. Bon. Vas-y. Ça va. En nombre de vaches, t'en as combien toi? Donc voilà, c'est gravé dans le marbre, dorénavant à partir des années 30. Ceux qui sont Tutsis et leurs enfants resteront Tutsis à jamais. C'est marqué sur la carte d'identité. Hop. Et alors toi, est-ce que quand tu y étais, tu voyais cette différence physique qui prétendument permettait de les classer? Moi j'ai vu des gens qui étaient longs, on disait que les gens étaient longs ou ils étaient courts. Donc, il y en avait des grands effectivement, mais grands avec un grand nez, oui, il y en avait qui avaient des grands avec un grand nez, mais en fait, j'ai pas souvenir de cette distinction particulière à l'époque et j'ai plus souvenir d'avoir appris les différentes couleurs du marron de la peau. Donc il y a le marron gris, il y a le marron clair, il y a le marron foncé, et on distinguait plutôt les gens à la couleur de leur peau que vraiment à leurs caractéristiques physiques. Et en plus, je n'ai même pas souvenir qu'il y ait eu une discrimination, enfin qu'il y ait eu plutôt des Tutsis ou des Hutus dans l'enseignement par exemple, ou dans la police. Je n'avais pas cette notion de Hutu et Tutsi, et puis je n'allais pas lire la carte d'identité des gens, de toute façon, je n'avais pas de raison de le faire. La distinction, non, je ne suis pas sûre. En fait, je fais une petite précision. Pour être juste, on devrait du coup, tout au long de la conférence, et même à chaque fois qu'on en parle, dire les gens, on ne devrait pas dire les Tutsis et les Hutus, on devrait dire les gens considérés comme Tutsis ou les gens considérés comme Hutus. Puisque c'est une classification du coup qui n'a aucun fondement scientifique, enfin voilà, c'est juste considéré comme. Oui, tout comme, alors,
Donc on va faire du raccourci, on va dire Hutu et Tutsi, parce que c'est plus long, enfin la conf elle va durer plus longtemps si on vous dit considérer comme et considérer comme. Et on va faire un autre raccourci sur lequel vous nous excuserez, c'est que nous ne parlerons quasiment plus des Touas. Donc on est désolé, c'est pas qu'on les aime pas, mais c'est qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup et ils rentrent assez peu dans tout ce qu'on va pouvoir expliquer maintenant. On espère que ça choque pas trop s'il y a des toits dans la salle. Les toits, par contre, c'était facile à reconnaître parce qu'ils étaient vraiment plus pygmées. Non, mais c'est vrai. C'est pas un J'en sais rien, moi. non plus. Mais en tout cas, ils ne vivaient pas pareil au même endroit. Bon, alors il se passe quoi après oui, ces allez. années 30 là? Voilà. Et bien, il se passe que dans les années 50-60, les Tutsis qui étaient donc au pouvoir, un peu comme tous les autres pays africains, ont commencé à revendiquer l'indépendance. Si, par rapport aux Belges. L'indépendance, et ils voulaient aussi qu'on arrête la suprématie de l'enseignement catholique, enfin de l'Église catholique dans l'enseignement. Donc ils se sont positionnés comme ça. Et ça n'a pas plu aux Belges. Ah bah non, c'était vache quand même. Enfin, c'était pas très sympa de leur part. C'est qui leur avait amené la civilisation, les papiers d'identité, tout ça? C'est l'indépendance, c'est l'indépendance. Et du coup... Des ingrats, quoi. Voilà, bah donc du coup les Belges les ont considérés comme des ingrats et ils ont renversé leur alliance. Donc au lieu d'être en alliance avec les Tutsis, ils se sont mis en alliance avec les Hutus. Comme ils sont largement majoritaires dans la population rwandaise, ça posait aucun problème, ça justifiait d'autant plus leur positionnement. J'ai fait un symbole du recyclage colonial. Et ils ont commencé, donc les Belges et les missionnaires catholiques ont commencé par soutenir un document qui s'appelle le Manifeste des Bahutus, qui a été signé en 1957 et qui appelait à la suprématie des Hutus sur les Tutsis et qui considérait même que la domination des Tutsis sur la société rwandaise était pire que la domination des Belges sur la société rwandaise. Donc ça en 1957 c'était le Manifeste des Bahutus et en 1959 donc les colons belges ont soutenu aussi la révolution, ce qu'on a appelé la révolution raciale ou la révolution sociale ou la Toussaint rwandaise, et qu'on aurait mieux fait d'appeler la révolution raciale parce que c'est à ce moment-là où les Hutus ont pris vraiment le pouvoir et ont commencé toutes les discriminations envers les Tutsis. Et la République rwandaise, qui a été créée en 1962, suite à la décolonisation donc, est en fait un État Hutu, fondé sur l'exclusion des Tutsis, qui sont présentés comme des envahisseurs. La doctrine officielle de la République rwandaise est que les Hutus étant largement majoritaires, et les seuls vrais habitants du Rwanda, puisque les autres ce sont des envahisseurs, un pouvoir Hutu est forcément démocratique. À partir de ce moment-là, le pouvoir provoque des exils et des massacres de Tutsis. Et dans les décennies qui suivent, sont organisés des pogroms, des massacres de masse. En 1959, en 1961, en 1963, en 1973. Beaucoup craignent la reprise des combats avec la tombée de la nuit. Ce tout petit pays d'Afrique est victime d'une guerre civile entre deux ethnies. Les parachutistes français du 2e REP sont arrivés de Bangui la nuit dernière. Rejoints par des soldats belges, ils contrôlent surtout l'aéroport. À Paris, le ministère des Affaires étrangères demande maintenant aux Français de quitter le pays. Un premier avion rentre cette nuit du Rwanda. C'est Hélène Rizacher qui rassemble pour nous les